BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Il est minuit moins le quart. Voilà ce que vous dites à propos de la situation sociale en France. On va y revenir. La question de l'assurance chômage, de la fin de la gratuité, du travailler mieux que nous promet Gabriel Attal. Moi, je voudrais d'abord qu'on parle de demain. Journée de grève à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'os, parce que nos services publics vont très mal, ils craquent de partout et c'est grave puisque aujourd'hui on sait qu'il y a des personnes qui meurent parce qu'elles sont pas bien prises en charge dans les hôpitaux, qu'il y a des enfants en danger, victimes de violences qui ne peuvent pas être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs et d'éducatrices et donc on a des fonctionnaires qui disent que ça n'est plus possible, de dévaloriser leur travail parce que leurs salaires ont baissé de 11% du fait de l'inflation parce qu'ils n'ont pas eu d'augmentation générale. De revalorisation et donc il et elle seront très nombreux et nombreuses à être en grève demain pour enfin se faire entendre et que le gouvernement change ses choix budgétaires qui sont dangereux pour les fonctionnaires mais surtout pour toute la population parce que les services publics c'est ce qui tient le pays. Ça craque, les services publics craquent, dites-vous. D'abord sur la journée de demain, concrètement, elle sera suivie cette grève ? Oui, j'espère. Il y a déjà des mobilisations très fortes dans l'éducation. Dans le 93, ça fait plus de 2 semaines qu'il y a un mouvement de grève très fort, très suivi, avec une participation qui est précisément des dû parents. à ce que vous décriviez à l'instant, c'est-à-dire un manque de moyens, à la fois pour les bâtiments, pour le nombre de professeurs, enfin, notamment dans l'éducation. Depuis 2 semaines, ils alertent. C'est ça, et c'est en train de faire tache d'huile dans de nombreux départements. Par exemple, à Nantes ou à Lyon, il y a des mouvements de ce type qui sont en train de se mettre en place parce que les enseignants comme les parents n'en peuvent plus et sont rassemblés pour la nécessité d'avoir un vrai droit à l'éducation pour leurs enfants, de mettre fin aux absences non remplacées, etc., etc. Mais plus globalement, les transports, l'école, est-ce que tout ça va fonctionner au ralenti demain ? Est-ce que vous avez déjà un peu une impression générale ? Est-ce que vous savez combien de fonctionnaires vont suivre ? L'école, oui, je pense que ça va être très suivi parce qu'il y a une énorme colère à l'école. Et après, dans les services publics plus largement, oui, il y aura beaucoup de grévistes. Et je dis à tous les fonctionnaires qui hésitent peut-être encore, c'est très important d'être en grève demain pour enfin être respectés par ce gouvernement qui ne voit les fonctionnaires que comme des coûts, alors que les fonctionnaires, c'est notre richesse collective. C'est ce qui fait la force de la France, d'avoir parmi les meilleurs services publics du monde. Et c'est ce qu'on est en train de perdre à cause des politiques austéritaires du gouvernement. Vous parlez de la fonction publique en général, c'est-à-dire effectivement l'école, vous le mentionniez à l'instant, les hôpitaux, la question aussi des administrations. Qu'en est-il du privé ? Est-ce que vous les appelez aussi à se joindre ? Est-ce que vous estimez qu'eux aussi ont des difficultés aujourd'hui à travailler ou est-ce que vous concentrez vos efforts uniquement sur la fonction publique ? Alors demain, c'est une grève de la fonction publique pour se faire entendre vis-à-vis du gouvernement, mais ça ne veut pas dire que la situation dans le privé est bonne, notamment d'un point de vue salarial, puisque les salaires n'ont toujours pas rattrapé l'inflation et que les négociations salariales ne sont pas à la hauteur. Donc nous appelons le patronat et le gouvernement à cesser cette inégale répartition des richesses avec des actionnaires qui se gavent, passez-moi l'expression, mais le terme est approprié au vu des montants en jeu, puisque c'est 100 milliards d'euros qui ont été distribués aux actionnaires du CAC 40, alors que les salaires des salariés ne suivent pas et que l'investissement des entreprises n'est pas à la hauteur, et qu'on a des entreprises qui sont de plus en plus en grande difficulté, avec des fermetures d'entreprises qui se multiplient. Sophie Binet, vous parliez à l'instant donc de toutes ces difficultés qui s'accumulent et de la difficulté aujourd'hui du service public en général. Il y a cette journée de grève demain. Est-ce qu'elle est amenée à être reconduite ? Est-ce qu'il y a des perspectives de rencontre avec le gouvernement ? Quelles sont les perspectives au-delà de la journée de demain ? Le gouvernement doit ouvrir des négociations immédiates sur la situation dans la fonction publique. Pour l'instant, il refuse de revenir sur le point d'indice. Oui, c'est un problème. Là, on sortira de cette crise par des revalorisations collectives. C'est pas normal que le pouvoir d'achat des fonctionnaires s'érode à ce point. On a aujourd'hui, les fonctionnaires français sont parmi les moins bien payés, les enseignants, les infirmières, les médecins, et ça crée un déficit de vocation qui pose un problème pour que nos services publics puissent fonctionner. Mais je vous pose la question, Sophie Binet. Il y a cette journée de demain. Est-ce qu'elle a vocation à être suivie d'autres journées d'action ? Est-ce que c'est juste pour montrer les muscles, en quelque sorte, en espérant que le gouvernement va en tenir compte ? Quel est l'objectif au-delà de la journée de demain ? L'objectif, c'est de gagner et de tirer la sonnette d'alarme. Et donc, on mettra tout en œuvre pour pouvoir être entendu. Ce sont les agents qui décideront des suites. Et il y a d'ores et déjà des endroits où il y a des reconductions qui sont annoncées, notamment dans l'éducation, je le disais, dans le 93, à Nantes, à Lyon, etc. Il y a
un programme d'action pour toute la semaine. Et c'est très important pour se faire entendre, pour que le gouvernement cesse de mépriser les fonctionnaires et les services publics. Ça, c'est pour demain. Il y a aussi les JO, la perspective des Jeux Olympiques, une menace de grève brandie à la fois par vous et par d'autres syndicats dans les 3 fonctions publiques, comme je le disais, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux. Est-ce que cette menace de grève est toujours sur la table et qu'est-ce qui pourrait vous faire retirer ce préavis ? Alors, l'essentiel des préavis n'a pas été déposé. Nous le ferons courant avril si nous n'avons pas les réponses qui sont apportées. Il est encore possible donc de ne pas les déposer ? Bien sûr, et puis jusqu'au bout, de toute manière, un préavis, c'est une alarme sociale. Donc c'est l'appel à ouvrir des négociations pour répondre aux questions très concrètes que nous posons en termes d'organisation des Jeux. Ces questions très concrètes, c'est quelle contrepartie pour celles et ceux qui devront travailler plus en termes de primes, en termes de prise en charge de leurs enfants, parce que c'est l'été, en termes de logement, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui devront venir travailler à Paris alors qu'ils habitent en province et on n'a aucune réponse en matière de logement. Et puis l'autre question, c'est quelle modalité pour les salariés qui sont dans des zones de sécurité et donc dont les entreprises devront fermer. Nous n'avons à ce jour pas de garantie que le chômage partiel soit pris en charge à 100%. Nous n'avons pas de garantie que le télétravail ne sera pas obligatoire et que si les salariés ne veulent pas ou ne peuvent pas télétravailler, ils ne seront pas forcés. Voilà les questions que nous posons et sur lesquelles nous voulons des réponses. On va prendre petit à petit les choses. Quand vous disiez sur ces questions de logement, est-ce que pour certains, on a évoqué notamment, il y a une prime pour les fonctionnaires de police qui vont être amenés en renfort. Est-ce que c'est cette prime-là que vous aimeriez voir décliner à toutes les autres professions ? Alors déjà oui, c'est la moindre des choses que tous les fonctionnaires soient traités à la même enseigne. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une prime pour les policiers qui ne serait pas la même que celle des soignants ou pour les policiers municipaux. Donc dès lors qu'on a les mêmes contraintes, ça doit être lié aux contraintes liées aux Jeux Olympiques, il faut qu'il y ait des primes équivalentes. C'est le fait de ne pas pouvoir prendre ses congés cet été, c'est le fait d'être obligé de travailler 24 heures sur 24 pour certains, c'est la question du logement, de la garde d'enfants. Donc cette prime-là, sur la question du logement, est-ce que vous avez eu le début d'une piste, le début d'une réponse ? Non, nous avons eu grâce aux alertes lancées par la CGT, on a eu une première réunion la semaine dernière au ministère de la fonction publique. Bon, le ministre n'a pas jugé bon de se déplacer, c'est un problème. Donc, il vous a envoyé qui ? Son cabinet. D'accord. Et ça portait seulement sur la fonction publique d'État. Donc on n'a pas parlé de l'hospitalière et de la fonction publique territoriale. C'est aussi un problème. Cela dit, sur la fonction publique d'État, ça a permis enfin de définir des critères collectifs sur l'attribution des primes et de sortir du « ayez confiance, tout va bien se passer dans chaque ministère sans aucun cadrage commun ». Nous demandons à ce qu'il y ait une nouvelle réunion très rapide des 3 versants de la fonction publique avec le ministre pour répondre à toutes nos questions qui ne sont pas encore réglées, c'est-à-dire celles que j'ai dites sur logement, garde d'enfants, primes et pas de télétravail obligatoire. Et pas de télétravail obligatoire. Et là, vous évoquez aussi la question des salariés du privé qui ne pourront donc pas se rendre parce que mécaniquement, il y a certaines entreprises qui vont être obligées de fermer, soit parce qu'elles sont géographiquement dans la zone des Jeux, soit parce que de toute façon, leur travail est impossible pendant cette période-là. Vous redoutez quoi ? Qu'on leur dise, bon, vous prenez des congés quoi qu'il arrive, c'est obligatoire de les prendre à ce moment-là et ils seront dans ces cas-là rémunérés comme des congés payés, ou alors vous préféreriez qu'il s'agisse de chômage partiel, de chômage technique, avec donc une rémunération qui soit prise en charge par l'État. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Le problème, c'est que les salariés du privé, personne n'en parle, tout le monde s'en fiche. Ce que nous demandons d'abord, c'est qu'il y ait des négociations dans toutes les entreprises concernées pour que le plan de continuité soit négocié avec les syndicats. Ensuite, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une prise en charge à 100% du chômage partiel dès lors que l'entreprise est obligée de fermer, qu'il n'y ait pas de perte de salaire pour les salariés, que le télétravail ne soit pas obligatoire et que les salariés qui ne peuvent pas télétravailler de chez eux et des tiers-lieux ou basculent en chômage partiel. Et puis, nous demandons aussi des mesures pour tous les salariés du privé qui vont être obligés de travailler cet été alors que normalement, ils étaient en congé payé. Par exemple, les salariés du secteur de la sécurité privée, aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui refusent même d'accorder la moindre prime alors que les contraintes vont être énormes et que ces employeurs ont réussi à obtenir des marchés juteux. Une fois qu'on a dit ça, on fait comment pour payer, Sophie Binet ? Eh bien, les Jeux, il faut le dire clairement, c'est un investissement. Et donc, ça coûte de l'argent, forcément, puisque ça rapporte aussi à la France en termes d'image. Donc, il faut qu'il y ait des enveloppes qui soient débloquées pour les fonctionnaires. C'est pour ça que c'est incompatible de prétendre organiser des Jeux et de mettre en place des plans d'austérité violents comme veut le faire Bercy. Et puis, de l'autre côté, chez les employeurs privés bénéficient de marchés qu'ils ont négociés et sur lesquels ils ont beaucoup d'argent. Donc, il faut que cet argent bénéficie aux salariés. Sophie Binet, ce qui me frappe,
frappe, c'est que vous dites, et d'ailleurs vous le dites en préambule de la réédition du programme du CNR, qui était donc le Conseil national de la résistance, qui a mis en place tout le modèle social français tel qu'on le vit aujourd'hui. Vous dites en préambule, il est minuit moins le quart. Sauf que quand on écoute Bruno Le Maire, il dit exactement la même chose. Il dit, il est minuit moins le quart. Il dit, on est à l'os. Mais il dit, il n'y a plus de sous. J'ai pas l'impression que votre minuit moins le quart soit tout à fait raccord, Sophie non, Binet. c'est l'inverse en fait. Quand on lit l'interview de Bruno Le Maire, on a l'impression d'avoir la réincarnation de Margaret Thatcher. Donc c'est peut-être une breaking news de ce matin. Elle s'est réincarnée en la personne de Bruno Le Maire. Et ce qu'il nous propose, ça n'est rien d'autre que de mettre fin définitivement à l'héritage du Conseil national de la résistance, à savoir à notre sécurité sociale qui permet Bruno à chacune... Le Maire qui dit, remplaçons l'État-providence par l'État protecteur, et il le dit dans un livre qu'il publie cette semaine. C'est ça. Et donc cette sécurité sociale qui a été mise en place par le Conseil national de la résistance, elle était très importante parce qu'elle permet à chacun et chacune d'être sécurisé face aux aléas en matière de retraite, en matière de chômage, en matière de maladie, et de mettre fin à la peur et à la crainte des lendemains. Et ce qui était important, c'est que ce programme, il a été écrit aussi pour que plus jamais ne puisse se reproduire le fascisme et la collaboration. Et donc, pour que ça ne se reproduise pas, les résistants ont considéré que c'était nécessaire d'ouvrir des perspectives sociales collectives et rassembleuses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, au fond, si je vous écoute, le fascisme, la collaboration sont les résultats d'une situation sociale ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que le Rassemblement national prospère sur les cendres laissées derrière lui par les politiques néolibérales. Donc on devient fasciste quand on est pauvre ? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que en 1934, quand l'extrême droite a commencé à monter, enfin dans les années 30, quand l'extrême droite a monté partout dans le monde, c'est sur les suites de la crise de 29 et de la violence de cette crise sociale. Et donc en France, parce que le syndicalisme a été au rendez-vous, on a eu 36 et ce grand moment de conquête sociale. Donc rien n'est jamais écrit d'avance, mais toujours sur la violence sociale, c'est là-dessus que l'extrême droite prospère. Après, il y a une question, c'est s'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que dit Bruno Le Maire, c'est que la situation, effectivement, alors il le disait, il va falloir trouver 10 milliards tout de suite, 20 milliards l'an prochain, puis finalement on nous a parlé de 50 milliards, ça c'est ce que dit la Cour des comptes. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années, quand il n'y avait plus de sous dans les caisses, il n'y avait plus de sous dans les caisses. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on crée de l'argent magique, mais il n'y en a pas, si. Non, où allez-vous le trouver ? Eh ben justement, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sous, pas pour tout le monde. En fait, cette règle n'est pas valable pour tout le monde. Que Bruno Le Maire, c'est un peu Robin des Bois à l'envers, c'est prendre de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. On est dans un contexte où il y a plus de 170 milliards d'euros d'aide aux entreprises chaque année qui sont donnés sans contrepartie ni condition. C'est quasiment un tiers du budget de l'État. Et c'est le seul sujet sur lequel Bruno Le Maire ne veut pas faire d'économie. C'est quand même assez étonnant. On est dans un contexte où les dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 atteignent des records, avec en plus la nouveauté, c'est un dispositif qui s'appelle les rachats d'actions. Les rachats d'actions, c'est ce qu'il y a de pire. C'est comme si on brûlait des billets de banque. Et ces rachats d'actions, c'est 30 milliards cette année. C'est des systèmes pour rémunérer en dividendes. C'est ça. On rachète des actions. En fait, on rachète des actions pour les supprimer et ça permet de faire augmenter le montant des actions restantes. Et donc, puisque ça réduit effectivement, donc ça augmente mécaniquement la valeur d'une action. Tout à fait. Mais donc 30 milliards d'euros qui ont été jetés par les fenêtres par les entreprises du CAC 40 au lieu de les investir ou d'augmenter les salaires. Les rachats d'actions, ça devrait être interdit ou à minima taxé. Et le gouvernement refuse de le faire. Sophie Binet, l'une des réponses que donne Bruno Le Maire et Gabriel Attal également, c'est l'idée d'imposer une sorte de plein emploi en redurcissant encore les règles du chômage. Est-ce que cette question-là, c'est-à-dire rouvrir la question de l'indemnisation chômage et de la durée de l'assurance chômage, est-ce que vous êtes prête à discuter de cela ? Non, c'est scandaleux parce qu'on a déjà encaissé 4 réformes très violentes pour les privés d'emploi qui font que maintenant c'est seulement 36% des personnes inscrites à Pôle emploi qui sont indemnisées, que ces personnes inscrites, pour 40% d'entre elles, un chiffre qui a doublé, elles sont en dessous du seuil de pauvreté, donc il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs et les chômeuses. Et puis surtout, d'un point de vue économique, personne n'a jamais démontré que de baisser les droits des privés d'emploi, ça crée de l'emploi. Il n'y a aucun rapport. Par contre, ça les paupérise gravement. Le modèle que prône Bruno Le Maire est
probablement Matignon, c'est encore une fois le modèle Thatcher. Donc si on veut ressembler à un film de Ken Loach, moi Daniel Blake, il faut continuer comme ça, avec des allocations qui durent 6 mois d'un montant dérisoire. C'est ça qui se passe en Grande-Bretagne et c'est ce modèle-là que porte le gouvernement. Travailler doit toujours rapporter plus que ne pas travailler, ça c'est le leitmotiv de Gabriel Attal. Inciter davantage à la reprise d'emploi, mieux rémunérer le travail, mais avec cette lettre de cadrage donc au syndicat qu'il s'apprête à vous envoyer, syndicat et patronat, après la négociation sur laquelle vous êtes déjà, qui est la négociation sur l'emploi des seniors et sur la question de la durée d'indemnisation des seniors, l'idée serait donc de durcir à nouveau les règles d'indemnisation. Je me souviens pourtant que la philosophie était réduire la durée d'indemnisation du chômage quand il y a un chômage qui baisse. Au contraire, ouvrir davantage ce qu'on appelle le filet de sécurité sociale quand le chômage remonte. Alors moi, je ne sais plus très bien où on en est, mais enfin, il semble quand même que les derniers mois, le chômage remonte, au moins légèrement. Exactement, je confirme, et ça n'est qu'un début. Nous sommes très inquiets de la situation économique à cause de la politique économique du gouvernement qui est un naufrage. Et donc, le gouvernement est en train de fouler aux pieds les règles qu'il a lui-même fixées et qu'il l'avait imposées. Sur la raison, parce que Sophie Binet, vous dites que c'est parce que le gouvernement a une politique qui est un naufrage. Eux disent quand même que c'est aussi dû au contexte international et que quand on regarde nos voisins, ils ne se portent pas tellement mieux que nous. Oui, c'est toujours comme ça. Quand ça va bien, c'est grâce à eux, et quand ça va mal, c'est à cause des autres. Là, la situation économique, elle est liée, à l'augmentation des prix de l'énergie, qui font qu'il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui sont en difficulté. Ça, c'est un choix du gouvernement parce qu'il a rétabli les taxes sur les prix de l'énergie. 2, elle est liée au fait que les taux d'intérêt sont trop élevés. Donc, c'est la Banque Centrale Européenne, mais la France ne le conteste pas. Et 3, la situation, elle est problématique parce que les salaires baissent et donc la consommation en France baisse. Et c'est ça, le moteur de la croissance. Sophie Binet, où est-ce qu'on en est de la question du CDI senior ? Eh bien, c'est la proposition du patronat dans la négociation sur les seniors. C'est une ligne rouge pour l'ensemble des syndicats, puisque ça serait un nouvel effet d'aubaine. On a connu, il y a quelques années, un contrat première embauche pour les jeunes, et maintenant, le patronat nous propose un contrat dernière embauche pour les seniors. Donc, il faut arrêter. Ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour dans cette négociation, c'est des aménagements de fin de carrière pour permettre, par exemple, l'accès de droit à un temps partiel payé et cotisé temps plein pour les seniors, des départs anticipés pour pénibilité et des obligations et des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu en matière d'emploi des seniors. Et Sophie Binet, vous avez entendu cette proposition de Gabriel Attal pour mieux travailler. Il a l'idée d'alléger les semaines de travail pour les parents divorcés. La semaine où on a les enfants, on travaillerait sur 4 jours. Et la semaine où on n'a pas les enfants, on travaillerait sur 5 jours. Est-ce que vous accueillez favorablement cette idée ? Ce que je conseille au Premier ministre, c'est d'ouvrir des négociations dans la fonction publique sur le temps de travail, parce qu'il multiplie les annonces. Il avait annoncé la semaine organisée en 4 jours sans avoir aucune négociation avec les fonctionnaires. Donc au lieu de multiplier comme ça les annonces gadgets pour faire la campagne des élections européennes, il ferait mieux d'ouvrir des négociations avec les fonctionnaires. Et puis le problème de fond, c'est que travailler en 4 jours ou travailler en 5 jours, si c'est pour le même temps de travail, ça ne change pas fondamentalement les choses. Travailler 35 heures en 4 jours, c'est beaucoup trop. On a bien compris que c'était pas effectivement une semaine de 4 jours. C'est une semaine qu'on appelle en 4 jours, c'est-à-dire l'idée c'est de faire le travail qu'on fait en une semaine, mais de pouvoir l'organiser comme on veut pour pouvoir dégager une journée pour les enfants. Ça s'appelle le Canada Dry en fait. On fait croire que c'est une réduction du temps de travail sans réduire le temps de travail, donc on n'est pas fan de ça, non. Sophie Binet, une dernière question très concrète. À la SNCF, Sudrail a déposé un préavis de grève pour le mois de mai. Est-ce que vous suivrez, vous, à la CGT ? C'est les cheminots et les cheminotes qui vont en débattre, qui vont en décider. Moi, je ne sais pas sur quelle revendication c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'à la SNCF, nous demandons des négociations pour des départs anticipés liés à la pénibilité et pour des augmentations de salaire, et qu'en fonction des réponses de la direction, nous prendrons nos responsabilités. Vous aviez pourtant entendu, et là c'est aussi pour les JO, le nouveau ministre des Transports, Patrice Virgrit, qui disait le 28 février dernier « Je ne crois pas un seul instant que les ouvriers, les salariés, les syndicats mettront en péril l'image de la France ou de leur entreprise aux yeux du monde entier ». Oui, le gouvernement ferait bien d'arrêter les rotomontades dans les médias et de se mettre au travail. Les JO, c'est plus des centaines de milliers de personnes qui sont impactées dans leur travail. Donc, ça s'organise. Et là, aujourd'hui, on a une impréparation sociale totale. Il est encore temps de changer la donne, mais il faut d'urgence se mettre autour de la table. Et donc, je rappelle la demande que j'ai faite au Premier ministre de réunir d'urgence une table ronde pour faire le point sur tous les secteurs professionnels et sur la préparation des Jeux, ce qui n'est pas fait parce que, visiblement, le Premier ministre est d'abord là pour faire campagne pour les élections
élections européennes. Je lui rappelle qu'il doit gouverner le pays et qu'il y a quelques petits détails à gérer quand même. Mais Sophie Binet, sur les formules du gouvernement, il y a aussi cette formule de travailler mieux de Gabriel Attal. Ça va dans le bon sens, tout le monde est d'accord. Oui, travailler mieux, mais il faut qu'ils mettent en place les choses pour travailler mieux. Et donc, travailler mieux, ça veut dire être reconnu dans notre travail et donc augmenter les salaires des fonctionnaires. Et puis, en général, on travaille mieux quand on travaille moins. C'est ce que montrent les études économiques. Merci Sophie Binet d'être venue dans ce studio répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CGT, qu'il y aura donc demain cette journée de grève que vous appelez donc à être le plus suivie possible.